Donc, ce qui est important que vous sachiez tous les deux, c'est que la formation que nous avons entrepris et mis en marche avec la société IFCV, Arnaud se présentera plus dans le détail et c'est lui qui va, je dirais, dérouler ces 40 minutes sur le projet acte.com. On l'a classifié dans notre offre de formation dans la relation client et dans la vente et non pas dans le management opérationnel. D'accord? Alors, bien évidemment, on fait jouer deux publics, les managers, parce que les managers ont un rôle prépondérant, gérant et important dans ce process de formation. Et on va y faire jouer aussi nos commerçants, nos commerçantes, que sont les conseillers ventes, les hôtesses de caisse et toutes les personnes qui sont en contact direct avec la clientèle. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ce n'est pas une formation management, mais une formation relation client et vente qui vient complémenter, je dirais, les modules tels que manager de proximité, que Alain connaît d'ailleurs, qui est sur une formule management sur des structures de 2-3 personnes en magasin, ou les 4 saisons du management, où on est plus sur des... Là, c'est un projet de 4 fois 2 jours, où on est là sur des grosses équipes, ou encore animer son équipe au commerce, qui est un best qu'on commercialise chez Gamme Vert depuis maintenant un certain nombre d'années, qu'on appelait avant, Alain, le PAR. Voilà, le plan d'animation réseau. Après, ce qui est important que vous sachiez, je vais laisser la parole dans une minute à Arnaud. Comme je vous l'ai dit, on a 3 acteurs. On a effectivement l'équipe IFCV et aussi on a nos formateurs qui vont prendre le relais en fonction de l'activité. On s'adresse aux managers. La formation dure 2 jours en présentiel. On s'adresse également, comme je l'ai dit, 2 jours également en présentiel pour les vendeurs. Et Arnaud, je lui ai demandé d'insister aussi sur quelque chose qui va être nouveau pour nous, c'est le coaching en magasin, le coaching terrain. Alors, dans sa mise en place, concrètement, comment ça va se passer, comment on va. Voilà. Donc, il vous donnera un complément d'information sur ce que je viens de vous dire. J'essaie d'être concis pour lui laisser la parole le plus possible. Et sachant très bien que cette formation démarrera, on est sur du blended, donc c'est un mix. On va d'abord commencer par 2 petits modules de 20 minutes à faire donc, sur la plateforme e-learning, donc, où aura accès le manager et le vendeur. D'accord? Et lorsque cette formation e-learning sera faite, où on aura déjà eu un certain nombre de connaissances, après prendra le relais de l'intervention de l'équipe d'Arnaud. C'est clair pour vous deux? Oui. C'est bon. Arnaud, je te propose de prendre la suite. Eh bien, allons-y. Alors, je vais Allez. me présenter très rapidement. Je suis un des dirigeants du groupe IFCV, qui est un groupe pluridisciplinaire, présent en Île-de-France, avec différentes écoles, différents CFA, différents secteurs d'activité, finance, commerce, retail, etc. Moi, je m'occupe plus particulièrement de la partie conseil et formation. Et mon métier, c'est de concevoir et de créer des programmes de formation sur mesure face à une problématique ou un objectif donné, qui viseront à développer les compétences de gens qui sont déjà salariés. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec un CFA. Et j'ai eu le plaisir de travailler sur ce sujet acte.com qui est arrivé derrière, pour les jardinantes, derrière Efficacité Commerciale, derrière le PAR chez Gamme Vert, en essayant de reconstruire des choses à partir de choses qui étaient existantes et qui pouvaient avoir été très bien perçues et qui étaient positives, et puis d'essayer d'améliorer le dispositif pour le rendre le plus opérationnel possible. Donc, je vais vous présenter ça. Je vais vous présenter la philosophie globale. Stéphane l'a très bien expliqué. Vous avez une entrée managériale qui est vraiment qu'est-ce que je fais, comment je pilote, comment je développe les compétences, à un moment, je regarde comment se fabrique mon chiffre d'affaires et quel plan d'action je mets de façon très opérationnelle en place avec mes équipes de vente pour améliorer ma performance et donc faire du résultat. Et pour les vendeurs, je dirais une entrée plus vendeur, qu'est-ce que me demande mon manager, qu'est-ce que c'est de ces fameux indicateurs, pourquoi mes comportements en surface impactent ces indicateurs qui vont impacter mon chiffre d'affaires, qu'est-ce que je dois faire, mes attitudes, mes postures. Et vous allez le voir en essayant d'être le plus réaliste possible par rapport à vos contraintes opérationnelles quotidiennes sur le terrain, parce que on le sait très bien, vous êtes tous en sureffectif, vous n'avez que ça à faire, donc à un moment, il fallait trouver des choses qui soient réalistes et qui soient applicables dans votre quotidien. Donc, je vais partager mon écran, allons-y, toc, toc, toc. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Impeccable. Est-ce que vous avez bien une vision? C'est bon, Arnaud. Pleine page? Ouais, c'est bon pour vous? Allez, oui. Parfait, c'est super. Je ne sais pas si vous voyez ça en plein écran, parce que je ne sais pas lequel vous voyez en fait. Là, on a votre présentation là. Ok, allez, c'est parfait. On y va. Arnaud. Donc, on va se rappeler quelques objectifs de cette présentation.
Nos objectifs, analyser nos indicateurs commerciaux pour mieux piloter la performance commerciale du magasin et mettre en œuvre des plans d'action adaptés à chaque contexte, situation et population. Je pense que c'est très clair. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une capacité à mesurer la manière dont on fabrique notre chiffre d'affaires pour pouvoir repérer eh bien, des choses en se posant des questions. Tiens, aujourd'hui, ça marche très bien, pourquoi? Tiens, aujourd'hui, on est en baisse, pourquoi? Donc, je regarde un certain nombre d'indicateurs. Vous allez découvrir ça plus tard dans la présentation. Et à la lumière de ce que m'apporte comme indication, ce sont des indicateurs, pas des objectifs. Ils me donnent des indications. Eh bien, je vais mettre un petit plan d'action facile, opérationnel, qui va me permettre de travailler là où il faut bosser parce que c'est ça qui donnera les meilleurs résultats. Deuxième chose qui est intéressante, c'est l'intégration de la logique de faible flux et de fort flux client dans mon pilotage. On avait très souvent tendance à descendre un modèle de vente et de relation client qui est un modèle unique. Non. Non, dans le sens où il est évident que nous n'aurons jamais un vendeur sur chaque client en période de forte activité, qu'il n'y a pas que le vendeur qui fait les résultats du point de vente et qu'il faut être tout à fait réaliste. Il y a des choses que l'on peut mettre en œuvre lorsqu'on est en faible flux client et il y a des choses que l'on ne peut pas faire lorsque l'on est en fort flux client ou en période de forte activité. Donc là aussi, à travers ce que je vais vous présenter, on recherche quelque chose qui soit avant tout très réaliste et qui fasse référence à ce que vous vivez dans votre quotidien parce qu'on ne peut pas attendre la même chose. Il n'y a pas un modèle de vente unique. Et la seule personne qui va nous donner le rythme, d'accord, dans nos points de vente, eh bien, c'est nos clients. D'intégrer les dimensions du commerce et la relation client dans tous ces rituels managériaux. Là aussi, il ne s'agit pas de créer de nouveaux rituels. Vous avez les vôtres, ils sont adaptés à, je dirais, votre typologie de point de vente, vos équipes. Certains d'entre vous font des lancements de journée tous les jours, d'autres font 3 lancements dans la semaine, certains font des réunions hebdomadaires, d'autres les font tous les 15 jours. C'est pas grave. Chaque rituel est adapté en fonction de la présence, de sa population, de ses effectifs. Simplement, on va essayer de prendre tout ce que l'on voit là et tout ce qu'on va leur transmettre pour pouvoir les introduire dans nos rituels existants. Hors de question de créer un nouveau rituel. Et Ah, on n'entend plus, hein. Le son est coupé. Ah, est-ce que là, vous m'entendez? C'est mieux? Oui. D'accord. C'est bizarre, il s'est coupé tout seul, j'ai l'impression. J'ai un ordinateur qui est habité. Je disais de réussir des lancements de journée. Je disais ils peuvent être quotidiens, il peut y en avoir 2 par semaine, peu importe, mais qui soient générateurs de dynamisme et qui soient centrés sur les CPO. C'est-à-dire des comportements professionnels observables. Je vais vous expliquer ça. En fait, ce que l'on a constaté, j'ai fait beaucoup d'audits, j'ai visité pas mal de gammes vertes, j'ai visité pas mal de Jardiland, aussi bien des intégrés que des franchisés. Très souvent, lorsqu'il y a un lancement de journée, lorsqu'il y a un petit brief d'équipe le matin, il est très centré sur la tâche. Il est très centré sur ce que nous avons à faire. Il peut y avoir éventuellement un rapide débriefing sur un point chiffre d'affaires, mais je pense qu'il gagnerait en efficacité sur ce qu'est le nerf de la guerre. On est là pour faire du commerce, en les centrant peut-être un peu plus ou en y réservant une partie sur, OK, concrètement, où on en est, qu'est-ce qui fonctionne pas, quels vont être les comportements qui vont être les comportements gagnants qui vont nous permettre de développer notre chiffre, parce qu'on fait du commerce et que notre objectif est de faire du chiffre d'affaires. À terme, de mettre en œuvre des techniques pédagogiques d'accompagnement des équipes terrain pour une montée en compétences, c'est évident, mais là aussi d'une manière qui soit la plus soft possible, avec des choses qui sont courtes et faciles à mettre en œuvre. Idem pour l'animation de la relation client, en motivant ces équipes dans son pilotage quotidien par tout un tas de petits trucs et astuces qui vont leur être donnés. Donc vous allez voir, il y a un e-learning qui est en train d'être créé qui résume très bien tout ça. D'ailleurs, les managers pourront l'aider, faire des mini-points formation sur une partie en utilisant ce e-learning et revenir après les formations acte.com pour animer leurs équipes. Mais ils ont aussi des kits d'animation, des choses très simples à mettre en œuvre, qui sont plutôt ludiques et qui vont permettre de faire monter en compétence les équipes pour créer peut-être de nouveaux réflexes ou entériner des pratiques qui n'étaient pas forcément systématiques. Voilà pour ces objectifs. Est-ce que vous avez des questions sur ces objectifs? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Non, c'est clair. Alors, super, on avance. Les enjeux de l'efficacité commerciale. Donc, on va repartir, je vais aller assez vite sur cette partie-là, sur le fait que, bien sûr, que notre objectif est de faire du business et de faire du chiffre d'affaires. On fait du commerce et ce n'est pas un gros mot. Néanmoins, on repart de l'expérience client et du fait qu'on doit être en capacité quand même de créer de la valeur ajoutée quand un client se dépasse en point de vente. Voilà. Alors, il y a des gens qui savent exactement ce qu'ils veulent, qui vont chercher des produits phyto, etc., parce qu'ils ont une activité qui est liée à ça. C'est une chose. Il y a tous ces clients, parce que
comme Safia l'a dit tout à l'heure et en parlait, vous avez des gamelandes ou des jarres d'hiver, vous avez de la serre chaude, de la serre froide, vous avez des gens qui viennent chercher chez vous des solutions. Il faut qu'ils y trouvent de la valeur, il faut qu'on leur transmette notre expertise et ça, c'est important. On est parti d'une étude de l'Observatoire du commerce qui nous disait que, l'inverse de ce qu'elle nous disait il y a 15 ans, que je reprends le terme exact, hein, la première dimension du commerce désirable, du commerce de demain, c'est l'humain. Il y a 15 ans, on nous disait que tout passerait par le numérique et le digital. D'ailleurs, il y a 15 ans, on ne parlait pas d'omnicanalité, mais de multicanalité, en disant des canaux de distribution vont en remplacer d'autres. Aujourd'hui, on parle d'omnicanalité. D'ailleurs, acte.com, le côté .com, amène la notion d'omnicanalité. C'est-à-dire que notre client, il prend déjà des infos sur Internet, hein, il a déjà pris pas mal d'informations, il arrive avec une première idée. On parlait tout à l'heure des robots tondeuses. Eh ben, pour avoir un jardin, j'ai fait ce travail, moi, comme tout le monde. J'ai regardé les robots tondeuses, qu'est-ce qu'ils étaient capables de faire, quelle surface, etc. Voir, je vais pas parler des clauses, mais si je vais sur Husqvarna, ils ont un système de géolocalisation aujourd'hui. Ils géolocalisent votre terrain, on calcule la dimension, vous demande s'il y a s'il y a des pentes, des collines, etc. dans votre jardin, et vous fait déjà une première préconisation en mettant en évidence tous les avantages de la solution qu'il propose. C'est quand même assez étonnant. Donc, par rapport à ça, ça n'empêche pas que j'ai envie de me déplacer en point de vente. Et quand je me déplace en point de vente, ben, j'ai envie qu'on m'apporte de la valeur ajoutée. Donc, cette étude nous disait, la première dimension désirable du commerce de demain, c'est l'humain, avec 3 paramètres qui sont fondamentaux. La qualité de la relation. Je veux rencontrer des gens sympathiques, accueillants, disponibles, on peut décliner. L'authenticité. Et ça, l'authenticité, c'est vraiment avoir des vendeurs qui soient sincères, naturels, authentiques. Et ensuite, tout ce qui va être partage de passion et d'expertise. Donc, ils apportent de la valeur ajoutée. Et là, j'estime que je me suis déplacé pour une bonne raison, en fait, tout simplement, et que cette relation, elle est créatrice de valeur. Donc, on parlera de plaisir de vendre, on parlera autour d'acte.com de développement des compétences, d'harmonisation des pratiques, finalement, qu'on aille d'un gamme vert à un autre, ou peu importe, il faudrait qu'on arrive à trouver à peu près les mêmes pratiques et la même qualité de service, et un suivi régulier de ces indicateurs, parce que là, on remet la performance commerciale, et être performant n'est pas un gros mot, c'est pas toujours faire plus, d'accord? Être performant, c'est faire les bonnes choses au bon moment pour obtenir les meilleurs résultats. Et je vais être un petit peu taquin, c'est même parfois faire moins, mais mieux, pour obtenir les meilleurs résultats. Donc, c'est un peu la logique dans laquelle nous allons nous inscrire. On reviendra sur la logique d'expérience client et d'omnicanalité en reprenant tous les points de contact que peut avoir, bien évidemment, un client avec une enseigne, avec un réseau, qui sont avant l'arrivée en magasin et tout ce qui se passera après, et d'expliquer que finalement, tout ça rentre dans le même canal, mais qu'au cœur de dispositif, il y a la relation client et cette relation humaine qui est une relation qualifiée de désirable. Donc, on parlera de l'omnicanalité. Et ensuite, on attaquera directement sur un programme qui va se décomposer en 2 parties. Une première partie qui va revenir sur des fondamentaux de la relation client en essayant de les rendre les plus opérationnels. Et une deuxième partie qui va aller sur tout ce qui est pilotage de mes indicateurs. Et là aussi, la nouveauté, entre guillemets, c'est de passer à travers le prisme de la performance et des indicateurs, les techniques de vente et de relation client. Généralement, on a tendance à les séparer. C'est-à-dire que tout ce que l'on va mettre en œuvre et tout ce qui va être dans notre chemin de vente, dans nos interactions avec nos clients, impacte notre performance, ça se mesure, et donc, in fine, ça impacte notre résultat. Donc, on reviendra sur, c'est une pyramide de vente que vous connaissez probablement, que nous avons légèrement modifiée, où on parlera d'accroche, de découverte, de conseils, de conclusion et de fidélisation, avec encore cette logique, c'est juste sur le slide d'après, de se rendre compte de ce que l'on peut faire en fort flux et en faible flux, et de bien être clair sur le fait qu'on n'adopte pas les mêmes comportements en fonction du flux client. Cette pyramide, elle est présentée de façon positive en vert et négative c'est plutôt du rose ou du rouge. En fait, ce triangle, ces 2 triangles et ce triangle inversé représentent un peu une dimension énergie et une dimension temporelle. Si je mets beaucoup d'énergie dans l'accroche, c'est-à-dire dans tout ce qui va composer l'accueil, la prise en charge, etc., la capacité que j'ai à démontrer ma disponibilité, que je pose les bonnes questions, eh bien, en fait, tout le reste coule assez facilement. Alors qu'à contrario, s'il n'y a pas d'accueil, si le contact est à l'initiative du client, il ne pose pas les bonnes questions, etc., eh bien, entre guillemets, je vais ramer derrière sur la partie conseil, etc., et la fidélisation n'en sera que plus compliquée. Donc, on n'a jamais de chance de faire une première bonne impression. Une vente ou une relation client, c'est quelque chose qui démarre bien, et si ça démarre bien, ça permet d'avancer avec de l'efficacité derrière et d'une manière beaucoup plus simple. On a cette logique, bien évidemment, fort flux, faible flux.
que vous allez découvrir progressivement, avec cette capacité à adapter notre cycle de vente, notre relation client en fonction du flux client. Très simplement, hein, en faible flux, je suis souvent très occupé à la tâche, ça ne m'empêche pas d'être disponible, ça ne m'empêche pas de repérer, d'être observateur des clients sur la surface de vente, de détecter ceux qui sont demandeurs par leur comportement et qui démontrent qu'ils ont besoin de nous et de m'en occuper et d'aller au-devant de ces besoins, sans attendre forcément d'être sollicité. Et là aussi, pour les avoir comptés et avoir passé de nombreuses heures dans vos magasins, aussi bien dans le cadre de mes phases d'observation qu'en étant moi-même un client gamme vert dans le sud de la France et Jardiland en Normandie, 90% des contacts sont à l'initiative du client. Jamais les vendeurs, enfin rarement, pour ne pas dire jamais, et je ne parle pas de vous spécifiquement, mais en général, les vendeurs ne détectent quelqu'un qui démontre par son comportement qu'il est en recherche. Il s'occupe, il est centré, il est sur sa tâche, il a beaucoup de choses à faire, et si j'ai besoin, il faut que j'en trouve un et que j'aille le solliciter. Ça, c'est pas tout à fait logique. Donc, en faible flux, on aura toute cette partie disponibilité, démontrer, détecter les clients qui sont demandeurs, aller naturellement savoir s'interrompre. Et si les gens sont demandeurs d'une solution, ou si je peux aller sur une solution un peu plus complexe, j'ai le temps en faible flux de passer du temps avec le client. Alors qu'en fort flux, et là, ça y est, il pleut, donc les sols vont devenir plus humides. Après, on va avoir un beau temps, il va y avoir du printemps, tout le monde va vouloir refleurir son jardin, mettre en place tous ces outils pour jardiner. Ben, vous allez avoir cette période de forte activité. Et les premiers beaux samedis de fin mars, début avril vont être des samedis très compliqués avec plein de clients. C'est tout ce que je vous souhaite. Il est évident que je ne peux pas passer 20 minutes avec une personne. Et que là, mon objectif, ça sera d'orienter, de conseiller, de mettre face à un choix. D'accord? Parce que je prends en charge un client, je suis sollicité, à la limite, j'ai même plus de démarche proactive. On me demande quelque chose, j'informe le client, je l'oriente, je lui explique qu'il trouvera les produits dans ce rayon-là, etc., qu'il a le choix. Je reste à sa disposition, je me retourne, il y en a 5 qui m'attendent. Donc, en faible flux, je vais avoir un aspect plus qualitatif dans la construction de mes ventes. En fort flux, je vais m'assurer que tout le monde trouve ce qu'il est venu chercher. Et ce n'est pas les mêmes comportements. D'ailleurs, on peut avoir des vendeurs qui sont super, parce que très experts, et je sais que vous en avez, qui vont apporter un conseil extrêmement pertinent. Quand ils sont en fort flux client, on est dans le syndrome FNAC, entre guillemets, il y a 5 personnes qui les attendent parce qu'ils restent 20 minutes avec quelqu'un à chaque fois. Ils ne peuvent pas écourter leur vente. Donc, c'est ça aussi l'animation de la relation client, et c'est un petit peu l'entrée manager, c'est vraiment de se dire, je donne du rythme aussi à mon équipe de vente en fonction de mon flux. On parlera de choses qui sont très simples, accrocher le client. Alors, l'approche et l'accroche. Hein. L'approche, c'est choisir le bon moment. L'accroche, c'est choisir le bon comment. Notre priorité sera déjà de détecter systématiquement tous les gens qui, à un moment, démontrent par leur comportement qu'ils ont besoin de nous. Et je m'occupe d'eux. Après, je peux avoir une démarche qui est plus proactive, c'est-à-dire décider volontairement d'aller au contact client. Parce que j'ai terminé mes tâches, j'ai un peu plus de temps. Et là, je vais avoir 2 options en fait. Soit j'y vais avec les phrases traditionnelles, bonjour, en quoi puis-je vous aider, est-ce que je peux vous renseigner, etc., etc., qui en traductif veulent dire bonjour, est-ce que je peux vous en coller, parce que c'est un vendeur qui parle à un client, à un acheteur, ce qui est assez agressif, ce qui généralement 7 fois sur 10 génère des non merci, je regarde, même si on vous pose une question 20 secondes après. Et si par contre, je suis observateur de ses comportements et que je me rends compte que mon client, il est en train de regarder un barbecue, qu'il est en train de, hop, il soulève il est en train de l'ouvrir, il regarde ce qu'il y a dedans, il ouvre etc., et qu'il a fixé son attention dessus, peut-être que mon accroche client, je la ferai autour du premier point en commun que j'ai avec le client, qui est le produit qu'il regarde. Et si là, vous allez le voir en disant c'est la dernière gamme des barbecues à gage Weber et que vous enchaînez sur une question en disant qu'est-ce que vous comptez cuisiner avec ça, il ne peut plus vous dire non merci, je regarde. Et en plus, je m'intéresse à ce à quoi mon client s'intéresse, ce qui est beaucoup moins agressif qu'un bonjour, je peux vous aider, qu'on a entendu partout et qui génère ce réflexe non merci, je regarde. Donc là, on aura des accroches qui seront peut-être un petit peu plus proactives. Mais vous voyez, on a bien 2 manières de faire les choses. Et bien évidemment, on parlera d'accueil passif, c'est-à-dire notre capacité à créer chaque jour les conditions d'accueil de nos clients, les conditions optimales d'accueil de nos clients, parce que la vente est une chose, mais un magasin propre, avec une offre lisible, achalandé correctement, c'est aussi un magasin vendeur, parce que plein de gens savent ce qu'ils veulent, viennent les chercher, il faut qu'ils les trouvent. Il y a une petite règle, je ne sais pas si c'est vrai chez vous, mais qui dit quand même que 20% des gens qui ressortent des magasins sans avoir acheté, d'accord, 20% d'entre eux, d'accord, ressortent alors que c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé quelque chose que nous avions. C'est quand même dommage.
Donc, lorsqu'on voit que les taux de transformation dans vos activités tournent aux alentours de 50%, vous avez un client sur deux, alors des fois ils viennent en double, hein, mais vous avez quand même des gens qui passent, qui repartent, et ils n'ont pas trouvé ce qu'ils venaient chercher alors qu'on l'avait. C'est quand même dommage. On parlera d'accueil actif, hein, c'est-à-dire que n'importe quel client qui croise notre regard, notre trajet, que ce soit à l'entrée, lors de ses déplacements en surface, a le droit d'avoir un bonjour sincère, chaleureux, un sourire, un regard. Tout ça, c'est normal parce que quelque part, c'est déjà démontrer le fait qu'on est disponible, qu'on prête attention et qu'on porte attention à nos clients et qu'on est disponible pour s'occuper d'eux et qu'on les a clairement identifiés. Et puis, on ira sur tout ce qui relève du contact, de l'approche, de l'accroche, tout ça. En leur donnant beaucoup de petits trucs et astuces qui sont faciles à mettre en œuvre et qu'ils vont pouvoir animer facilement, hein, tout simplement, particulièrement autour des accroches produits, des choses que l'on peut faire au quotidien en surface, hein. Vous recevez une nouvelle gamme d'alimentation animale, vous prenez un sac de croquettes, vous êtes un manager de rayon, vous regardez vos vendeurs, vous dites 2 accroches sur ce produit, on vient de le recevoir. On en prend connaissance, ça prend 30 secondes, je monte en compétence et je sais que lorsqu'un client ira sur ces gammes-là, je pourrai l'approcher par le premier point en commun que j'ai avec lui, qui est le produit qu'il regarde. On ira ensuite sur la découverte, là aussi en 2 temps. Écouter déjà, questionner et notre capacité à reformuler, à bien montrer aux gens qu'on a pris en compte leur solution. Là aussi sur 2 axes, il y aura une découverte succincte. Lorsqu'on est en très fort flux client, j'ai la capacité à poser les 3 à 4 bonnes questions qui me permettent de mettre quelqu'un face à un choix et je le laisse faire son choix parce que mon objectif est de m'occuper du maximum de personnes. Lorsque je suis en faible flux, je peux aller plus loin. Je peux poser des questions d'approfondissement et surtout des questions de contextualisation avec un objectif de faire une vente qui est plus stratégique, mais j'ai le temps de le faire parce que j'ai pas beaucoup de clients dans le magasin. Donc, je vais essayer de passer de la découverte d'un besoin à la découverte d'un client pour réussir à passer de la vente d'un produit à la vente d'une solution. D'accord? C'est l'histoire du mec qui vient chercher un pittosporum et un érable japonais pour mettre dans son jardin. C'est une chose, on va lui vendre un pittosporum ou un rhododendron et un érable japonais. Et puis, c'est l'histoire de quelqu'un qui décide de créer dans son jardin un nouveau massif, majoritairement japonisant, avec des plantes de terre de bruyère, etc. Et on va peut-être lui vendre une bordure, on va peut-être lui vendre de la terre de bruyère, on va peut-être lui vendre un érable, un rhodo, 3 azalées, on va peut-être travailler avec lui sur la conception de son massif, etc., etc. À l'origine, il vient chercher une plante de terre des bruyères. À la fin, il vient chercher une solution pour faire un massif japonisant. Et on peut trouver des exemples sur tout un tas de choses comme ça, hein. Où on peut systématiquement associer produits et passer dans une vente de solutions. Mais j'ai le temps de le faire, je suis en faible flux, ce qui est irréaliste quand vous êtes en période de forte activité. Donc on creusera sur ça et on se posera les bonnes questions sur la manière de découvrir les besoins de son client en utilisant des méthodes efficaces. Là aussi, on donnera aux managers des tips et des petits trucs en animation pour qu'ils puissent faire monter en compétence leur équipe sur ces sujets-là. La partie conseil, hein, bien évidemment, qui fait appel à 3 paramètres. Et vous voyez, hein, ils auront ces supports de formation. Donc, un manager qui dit tiens, faut que je développe leur capacité à concilier les clients. Il y a 3 axes, hein, connaître les produits, argumenter, traiter les objections. Il sait que c'est 3 sujets sur lesquels il peut travailler. La connaissance des produits est tout à fait légitime, hein. Je ne peux pas parler correctement de quelque chose que je ne connais pas. Donc, mais là-dessus, je n'ai pas trop d'inquiétude sur. J'ai vu beaucoup de gens qui ont de vraies qualités d'expertise. L'argumentation, c'est la capacité qu'on va avoir à démontrer, bien évidemment, que ce que l'on propose comme solution, comme produit, correspond à un besoin clairement identifié. Mais au-delà de ça, c'est pas simplement de donner des caractéristiques techniques, c'est avant tout d'en faire percevoir les bénéfices et les avantages pour le client. Et ça, plus on est expert, plus on est dans le technique, moins on vulgarise et moins on parle en termes d'avantages et de bénéfices. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, j'utilise toujours des exemples qui, des fois, sont un peu décalés de leur réalité. Je parle de photographie, je leur dis j'ai un appareil photo qui a un obturateur qui va au 1/8 millième de seconde. Généralement, dans une salle de formation, on me regarde avec des grands yeux. Et quand je leur explique que dans le cadre de ma passion des sports automobiles, ça me permet de saisir des sujets qui se déplacent à grande vitesse et d'avoir des photos nettes, ils comprennent. La caractéristique génère des avantages et des bénéfices. Et on les fait travailler sur ces sujets-là de manière à ce qu'ils soient beaucoup plus dans ce discours vendeur qui est de parler d'avantages et de bénéfices. On va sur tout ce qui est, donc là c'était sur la partie besoin, on va sur tout ce qui est aussi la partie conclusion de la vente, c'est-à-dire être capable de résumer et de faire face à un certain nombre de signaux verbaux, non verbaux, d'intérêt de la part du client et de conclure sa vente en allant jusqu'à, lorsque c'est nécessaire, bien évidemment, la réfutation des objections, hein, au moment où je reviens sur la partie conseil, mais qui est la capacité à les détecter, les amortir et apporter là aussi une solution. Et on leur donne 2-3 petites techniques simples à mettre en œuvre qui permettent de clôturer sa vente et d'aller gentiment vers l'acte d'achat.
Beaucoup de choses sur la confortation, la capacité à rassurer, à résumer, après cet échange que j'ai eu avec mon client, que ce qu'on lui a proposé est la solution qui correspond à sa problématique, un besoin ou une demande et pouvant être une problématique. On ira aussi sur tout ce qui relève de la fidélisation, bien évidemment les attitudes du vendeur pendant tout le long de la relation client, que ce soit en fort flux ou en faible flux, contribuent à la fidélisation. On a une fâcheuse tendance à retourner aux endroits où on se sent bien accueilli, bien pris en charge, où les gens sont disponibles, sympathiques et apportent des conseils pertinents. On n'a rien réinventé, mais c'est une vraie réalité. Et bien évidemment, tous les petits conseils, toutes les petits trucs et astuces, et c'est assez bien illustré dans ce que j'ai vu dans les e-learning, où au moment où la vente est faite, eh bien, on rajoute surtout, n'oubliez pas, un mètre d'écart entre chaque plan. C'est vraiment important d'amender avec du sable, telle plantation, ou avec de la terre débrouillère, mais pas trop. N'hésitez pas à pailler, ça vous évitera l'arrosage. Enfin, toutes ces petites choses. Et puis, raccompagner quelqu'un jusqu'à sa voiture, si c'est possible, avec un produit qui est encombrant. Proposer différents services lorsqu'on a des produits très encombrants, de livraison, etc. Enfin, tout ce qui est possible et qui vont permettre de fidéliser son client par la qualité des services que nous apportons. Voilà pour la partie technique de vente et relations clients. Retenez simplement qu'on n'a pas réinventé l'eau tiède, sauf qu'on vient vraiment sur des choses très opérationnelles avec des exemples qui sont très concrets dans leur activité et qu'on fait bien la différence entre fort flux et faible flux de manière à être le plus réaliste possible sur ce qu'il est possible de faire en surface en fonction du rythme que vous avez avec vos clients. On enchaîne derrière avec des choses qui sont très simples. Je ne peux pas animer ma relation client si je n'anime pas des comportements qui sont observables. Donc, on va descendre sur des comportements où vous voyez à chaque fois, on a un descriptif. Et à chaque fois, il y a ce que l'on peut adopter en toutes circonstances, ce que l'on peut faire lorsque nous sommes en flux fort et ce que l'on peut faire lorsque l'on est en flux faible, de manière à être très réaliste sur ce qu'il est possible de faire. Donc, on l'aura systématiquement sur chacune des étapes de la vente, découvrir, conseiller, conclure, fidéliser. On n'a plus une liste de comportements qui est de 90 comportements, mais bien quelques comportements qui sont des comportements gagnants à mettre en œuvre en situation de relation client en tenant compte du flux. Ensuite, on va attaquer la partie KPIs opérationnels et performance, et vous allez voir, c'est là où on va rappeler les comportements pour impacter les indicateurs. Je fais une toute petite pause. Est-ce que c'est clair sur toute cette partie relation client? Ils auront des outils, il y aura des minutes apprenantes. Enfin, il y a tout un tas d'outils qui vont arriver derrière, qui vont permettre aux managers et aux équipes de se muscler sur ces notions-là. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Non, Et c'est ça vous bon. paraît clair? C'est bon? Non, non, c'est C'est bon pour tous les deux? Oui, Ah ouais, très bien. impeccable. Allez, on Alors, poursuit, c'est Arnaud. parti, on avance. Et là, on va parler de KPIs opérationnels. Pourquoi de KPIs? Key Product Indicator opérationnel, parce que tous les indicateurs de gestion, etc., certes, c'est intéressant, mais ça, on sait que vous les maîtrisez. Et on va revenir sur ce qui est pour nous le nerf de la guerre. Donc, on va parler de performance. J'ai des objectifs à réaliser. Ces objectifs, ils peuvent être quotidiens, hebdomadaires, mensuels. D'accord? Je peux mesurer l'atteinte de ces objectifs en déterminant un certain nombre d'indicateurs et en disant, par exemple, on a un panier moyen, je dis n'importe quoi, qui est à 40 euros. On a tant de milliers d'euros à faire aujourd'hui. Si notre panier moyen qui est relativement stable, eh bien aujourd'hui, si 102 personnes passent en caisse, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas notre objectif. Donc, je suis capable de déterminer, d'analyser mes indicateurs. Et en bas de la pyramide, on retrouve les fameux comportements professionnels observables. Eh bien, c'est quel comportement mon équipe va devoir mettre en œuvre, d'accord, pour pouvoir illustrer ce que j'ai choisi comme indicateur sur lesquels nous avons travaillé. On est en période très calme, c'est l'hiver, on a peu de manipulation à faire en serre froide ou en serre chaude, c'est relativement stable, on est plutôt tranquille. Eh bien, je vais peut-être essayer de faire des ventes qui sont plus construites et puis de travailler certains indicateurs comme mon nombre d'articles par panier, etc., etc. Et là, je suis capable de me dire, OK, donc qu'est-ce que vont devoir faire très clairement et mettre en œuvre comme comportement mes équipes de vente pour impacter l'indicateur qui me permettra de faire mon chiffre d'affaires. Donc, objectif de la journée, de la semaine, les indicateurs du magasin et les comportements associés. On a en haut une entrée manager. Le manager détermine les objectifs, travaille sur ses indicateurs et dit à ses équipes clairement pendant ses briefs quotidiens ou ses réunions, voilà ce que l'on va travailler aujourd'hui. Et c'est parce que le vendeur mettra en œuvre les bons comportements, on impactera les bons indicateurs qui permettront de faire notre chiffre d'affaires. Parce que, encore une fois, l'ensemble de nos comportements en surface de vente impacte notre performance. Je peux donner plein d'exemples dans plein d'activités. On est très centré sur la tâche, on est très préoccupé par ce que l'on a à faire, on a beaucoup de travail à faire qui sont en rayon, on ne relève pas la tête,
on ne voit plus et on n'est plus réceptif sur son environnement. Je le vois, moi, en me déplaçant dans les points de vente, y compris les vôtres en général, j'approche progressivement des vendeurs, ils ne me voient pas. Ils sont concentrés sur ce qu'ils font. Un comportement professionnel observable est de relever la tête et de rester réceptif, malgré le fait que je sois occupé, sur mon environnement. Pourquoi? Parce que je ne peux pas accueillir et donc démontrer ma disponibilité à des gens que je ne vois pas. Eh bien, sachez que lorsque ces comportements sont mis en œuvre par 100% de l'équipe, ça a un impact immédiat sur son taux de transformation. Et ça se mesure, tout simplement. Donc, on leur fera reconstruire ce que l'on appelle, nous, notre pyramide de vente, en leur expliquant que les indicateurs vont toujours par 3. Ça, c'est des maths, on s'en fiche. Je vais directement sur ça. Vous voyez, nous avons un objectif. Eh bien, un objectif est toujours constitué d'un nombre de gens qui passent en caisse multiplié par ce que dépensent les gens en moyenne. Et pour moi, ce sont des indicateurs primaires. Parce que lorsque nous faisons du commerce, très concrètement et très factuellement, notre objectif, c'est de faire du business. Et plus j'ai de gens qui passent en caisse et plus ils dépensent d'argent, plus je fais de chiffre d'affaires. Le commerce, c'est simple. Moi, très souvent, je les projette, je leur dis, demain, vous avez hérité d'une grande tante américaine que vous ne connaissiez pas, qui vous envoyait une somme très importante et vous décidez d'ouvrir votre magasin. Quel va être votre objectif? Avoir un max de gens qui achètent et qui dépensent le plus d'argent possible. Jamais au détriment du conseil, jamais au détriment de la qualité de l'expérience client. On n'est pas dans la vente forcée, mais c'est notre équation. C'est ça, faire du commerce. Et après, on peut se poser deux questions, parce que vu que nos objectifs vont par 3, eh bien, pour développer le montant moyen dépensé par nos clients en surface de vente, je n'ai que 2 options. Soit vendre plus d'articles, et donc travailler mon nombre d'articles par panier, soit vendre des articles plus chers, et donc travailler le prix moyen d'un article, c'est-à-dire faire des montées en gamme. Et là arrive la notion de comportement, et on repart sur les techniques de vente. C'est concrètement quels sont les comportements à mettre en œuvre pour vendre plus d'articles, et quels sont les comportements à mettre en œuvre pour vendre des articles plus chers. Mais si ma stratégie, c'est de maximiser le nombre de personnes qui passent en caisse, parce que j'ai quand même la moitié des gens qui rentrent dans le magasin qui repartent du point de vente sans avoir rien acheté. Alors, je les fais objecter sur ça, parce qu'ils me disent, oui, mais des fois, ils viennent par 2. Je dis, OK, on enlève, mais il en reste toujours. On a toujours une partie de gens qui ne sont pas transformés. Eh bien, si je veux augmenter le nombre de gens qui passent en caisse, il n'y a pas 36 solutions. Soit j'ai plus de gens qui rentrent dans le magasin, donc c'est par la qualité de la relation client, de la fidélisation et tous les outils marketing, promotionnels et commerciaux que vous avez pour attirer du trafic dans vos points de vente. Soit c'est ma capacité à transformer mes visiteurs en clients que nous avons travaillé. Donc ça, c'est quelque part, c'est pas quelque part, ça se mesure par notre taux de transformation. Et la question se pose toujours de la même manière, quel comportement je mets en œuvre pour mieux transformer mes visiteurs en clients? Si j'ai un accueil systématique, si je démontre ma disponibilité, si je repère déjà 100% des gens qui à un moment démontrent qu'ils ont besoin de nous par leur comportement, ça a un impact immédiat sur mon taux de transfo, qui a un impact immédiat sur mon nombre de tickets, qui donc développera mon chiffre d'affaires. Donc là, on passera vraiment les comportements professionnels observables en situation de relation client, tout ce que l'on a vu sur les techniques de vente à travers le prisme des indicateurs. Et ils doivent être capables de reconstruire cette matrice, parce que cette matrice qu'on appelle l'équation commerciale, elle répond à une question qui est très simple, c'est comment je fabrique mon chiffre d'affaires. Tout simplement. Et si demain, mon objectif, je dis n'importe quoi, j'avais prévu 5 000, on a fait 7 000, on est à plus tant de % sur l'objectif, eh bien, je regarde pourquoi. Et je me dis comment ça se fait qu'on a fait plus que ce qu'on avait prévu. Et je m'aperçois peut-être que j'ai un nombre de tickets qui était supérieur à ce que j'avais prévu. Ou un panier moyen qui a augmenté. Et je me pose la bonne question, ce nombre de tickets, il est dû à quoi? Et là, je me rends compte qu'en fait, on a eu un nombre de visiteurs qui est très important, mais que finalement, notre taux de transformation, il est plutôt stable, voire même il a baissé. Donc, je suis capable de dire à mon équipe, génial, on a pris de l'avance, mais d'un autre côté, ce n'est pas vraiment de notre faute. C'est parce qu'on a eu plus de gens que ce qu'on pensait avoir aujourd'hui. Quelque part, le chiffre, il s'est fabriqué tout seul. Ça veut dire que là, je peux valoriser un bon résultat, mais je n'applaudis pas la performance. A contrario, d'accord, mon objectif, je devais faire 10 000, j'ai fait que 8 000, je me demande pourquoi. Je regarde, je dis, on n'a pas fait autant de tickets que d'habitude et on n'a pas eu autant de passages en caisse. Et là, je me rends compte que notre nombre de visiteurs s'est effondré. Parce que les conditions climatiques sont pas bonnes, parce que il fait encore très froid, parce qu'il se passe plein de choses. Et par contre, je regarde que le taux de transformation, lui, il a quand même considérablement évolué ou de manière très significative. Et ben, je vais dire à mon équipe, on n'a pas fait le chiffre, on est en retard,
D'un autre côté, je tenais quand même à vous féliciter parce qu'on a eu beaucoup moins de visiteurs que prévu, mais vous avez su, malgré ce flux client plus faible, en tirer un maximum profit, mieux transformer nos visiteurs en clients. Et si on avait maintenu le taux de transfo habituel, c'est peut-être pas moins 20% qu'on aurait fait, mais moins 30%. Donc, je suis capable de dire on a un mauvais résultat, mais d'applaudir la performance. C'est-à-dire que je suis capable d'analyser pourquoi ça marche, pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc là, j'ai fait un contre-exemple hein, en expliquant que performance et résultat sont deux choses différentes. Et ça, il faut qu'ils le comprennent, c'est une logique commerciale, mais ça marche aussi de façon très positive, où on a dépassé l'objectif, le panier moyen a augmenté, et j'applaudis tout le monde parce que vous avez réussi à développer le nombre d'articles cette fois-ci. Et comment demander à des équipes de continuer à mettre en œuvre des comportements positifs qui donnent des résultats si on ne les mesure pas et qu'on ne les encourage pas à continuer à le faire? Et à contrario, quand je me plante, eh bien, je regarde pourquoi et je me dis, ah ouais, okay, là, on a un vrai problème de montée en gamme, c'est le prix moyen qui baisse sur tel département, il faut vraiment qu'on travaille nos qualités de la découverte, la possibilité de faire des ventes associées, de proposer un produit plus adapté aux besoins du client et de favoriser la montée en gamme. Et je vais comme ça aller chercher à chaque fois dans ce que l'on a vu avant les bons paramètres qui me permettront d'avoir les meilleurs résultats possibles. C'est un petit peu la philosophie globale et on ira donc jusqu'à leur donner des outils comme des possibilités de brief quotidien hein, qui nous permettent de débriefer la veille, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et sans tomber un peu sans devenir forcément des sorciers, mais de se dire voilà comment on devrait fabriquer notre chiffre du jour en mesurant notre performance actuelle et en se disant voilà comment il devrait se fabriquer. Et vous verrez, il y a toujours des cases qui donnent des infos magasins, des infos commerce, mais qui accessoirement vont nous permettre aussi de donner les 2-3 comportements clés que je vais animer et qui seront les comportements gagnants à mettre en œuvre pour pouvoir impacter les bons indicateurs qui nous permettront de faire notre chiffre d'affaires. Donc, on a vraiment un lien entre la capacité à analyser la perte d'une manière très simple avec des indicateurs commerciaux très opérationnels et la capacité à le lier à quelques comportements qui seront des comportements gagnants. On leur donnera bien évidemment toute une partie, je vais accélérer un petit peu pour essayer de rester dans le timing, même si on a démarré 5-6 minutes plus tard, essayer de clôturer ça en 5 minutes pour ne pas vous prendre trop de temps, toute une partie sur développer les compétences et transmettre à son équipe, donc déjà d'être en capacité de faire un état des lieux de ce dont ont besoin leurs vendeurs. Il y a des besoins collectifs, il y a des besoins individuels pour gagner en efficience en termes de relations clients. Donc déjà, comment cartographier vos compétences? Il y a des choses très simples à faire. Comment transmettre des connaissances? Et là, c'est simple aussi. Hein. Je ne peux pas faire quelque chose que je n'ai pas compris. Donc, on sera dans le savoir. Il faut que tu montes en compétences, que tu développes ta connaissance produit, que tu comprennes un certain nombre de choses. Donc, j'utiliserai tous les outils à ma disposition, e-learning, etc., séquences courses, pour te faire monter en compétences. Ce n'est pas parce que j'ai compris que je sais faire. Là, il faudra faire parfois du training et de l'entraînement terrain. L'entraînement terrain, c'est juste la capacité à comprendre un comportement et à le mettre en œuvre dans son quotidien. Il y a une petite règle qui dit que quelque chose qui est fait 3 fois par jour pendant 21 jours finit par devenir un réflexe. Donc, relever la tête, par exemple, parce qu'on est trop centré sur sa tâche et pas assez réceptif dans son environnement, travailler sa posture pour avoir une meilleure vision sur la surface de vente en fonction de ce que l'on fait lorsque c'est possible, eh bien, si à chaque fois, moi, manager, je passe à côté d'un vendeur, s'il ne me voit pas, eh bien, je lui fais une petite tape sur l'épaule. Ou régulièrement, je m'arrête et je lui dis, il y a combien de personnes autour de toi? Où est le monsieur avec le pull rouge? Ça me prend 2 minutes. Ils vont dire, ah, je ne sais pas, oui, c'est vrai. Relève la tête, regarde autour de toi. Relève la tête, regarde autour de toi. Moi, je fais un jeu qu'on appelle le jeu des sourires. Je leur dis à chaque fois que vous me voyez, vous m'envoyez un clin d'œil ou un sourire. Et si c'est un client, vous envoyez un signe de la tête, un signe de reconnaissance et un bonjour. Le fait de démontrer sa disponibilité autorise les clients à nous solliciter. Ça a un impact sur le taux de transfo. Eh bien, quand vous vous amusez à faire ça pendant une semaine avec vos vendeurs, ça vous prend 4 secondes, 5 secondes à chaque fois que vous le faites et que vous passez à côté de quelqu'un. D'accord? Et au bout d'un moment, les vendeurs en ont assez de se faire surprendre, finissent par relever la tête, et ça finit par devenir un réflexe. Ils ne le font sans même. Ils deviennent des inconsciemment compétents. Ils le font sans même s'en rendre compte. Et on va leur donner plein de petits trucs et astuces comme ça, parce qu'on sait très bien qu'ils n'auront jamais le temps de poser les gens 1 heure en surface pour faire une formation, sauf cas exceptionnel. Donc, pour vraiment travailler ces comportements, les coacher, entre guillemets, ces comportements très rapidement pour pouvoir avancer. On travaillera aussi sur toute la partie coaching et savoir-être avec des choses très simples. Je décide de débriefer une vente, d'accord, avec un vendeur. J'ai 2 options. Si je lui dis pourquoi tu n'as pas proposé tel produit complémentaire avec, il va être dans la justification. Si je lui dis on prend juste 2 secondes, là, j'ai vu que tu vendais tel produit, comment tu aurais pu faire pour proposer tel produit?
Le comment amène à la réflexion, le pourquoi amène à la justification. C'est une technique de coach très simple, c'est des outils très simples qu'on va leur donner. Ça prend 3 minutes en surface, ça change beaucoup de choses. Et je m'y intéresse. Et bien évidemment, dans cette opération, vous avez vu, il y a des formations prévues pour les vendeurs, des formations prévues pour les managers, et aussi ces fameux coaching-vente. Alors, coaching-vente, je ne sais pas si coaching est le terme qui est très approprié, mais en fait, ce que vous propose aujourd'hui le campus Nature et Talent, c'est d'avoir la présence de gens comme moi ou de mes homologues ou des gens du campus Nature et Talent qui viennent dans vos magasins pendant quelques journées travailler avec vos équipes. Aussi bien avec vos équipes de vente, avec une relation de proximité, rien à voir avec ce que vous avez peut-être connu, qui est la grille, la double écoute, et j'écoute et je suis planqué et je note en cochant des croix sur ce que fait le vendeur et ne fait pas le vendeur, mais réellement des ventes à 4 mains, de la prise de conscience, du dialogue. Ils sont accompagnés dans une relation très sympa et bienveillante pour les faire monter en compétences, mais aussi un travail qui est fait avec les managers sur justement la compréhension de cette équation, les options qu'ils prennent, un petit peu d'analyse de leurs résultats, comment tu peux gérer ça, travailler avec eux sur un lancement de journée ou des petites réunions très courtes qui sont dynamiques avec les vendeurs, orientées relation client. Bref, la mise en pratique de tous les outils qu'on leur transmet d'une manière très opérationnelle pour leur démontrer que ça marche avec l'assistance de quelqu'un qui, dans leurs problématiques personnelles et en fonction de leur niveau, doit leur apporter des clés, mais le tout avec, encore une fois, beaucoup, beaucoup de bienveillance et de gentillesse. Donc, c'est vraiment une formation qui est divisée en 3 phases. Hein. On a l'entrée manager, on a l'entrée vendeur et on a l'entrée mise en pratique, en fait. Hein. Et derrière, je reste toujours dans les outils sur la transmission, on parle aussi, hop, j'avance, sur animer la performance et l'animation. Eh bien, c'est les managements collectifs, individuels ou convivial. Vous voyez, c'est à quel moment et de quels outils je peux disposer pour pouvoir agir client en tête, briefer correctement mes équipes, remettre le client au cœur de nos préoccupations. Ça peut être des réunions hebdomadaires, ça peut être, là vous voyez, les briefs sont les briefs de lancement de journée, ils sont les lundis, vendredis, samedis sur cet exemple. Dans certains points de vente, ils sont tous les jours, peu importe. Il y a des gens qui font des réunions tous les 15 jours, des gens qui font des réunions une fois par semaine avec leur manager, les réunions mensuelles, etc. Bref, tous ces rituels individuels ou collectifs, un tour de magasin peut suffire à passer beaucoup d'informations, mais qui sont très orientés quand même, performance, résultat et animation de sa relation client. Donc, on introduit ça dans les rituels qui sont déjà les rituels existants et qui sont assez cohérents avec tous les formations management qu'ils ont pu avoir proposées en amont par le campus Nature et Talent. Voilà. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris la philosophie globale de ce que j'ai raconté. On est vraiment dans quelque chose qui est très opérationnel et qui, encore une fois, répond à cette problématique qui est de dire bah, c'est normal, je suis manager, je fais du commerce, il est normal que je me pose cette question très simple, comment se fabrique mon chiffre ? Qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien, sur quoi je peux travailler, comment je peux le faire et comment je peux mieux animer ma relation client avec des outils simples et opérationnels en développant et en faisant monter mes équipes en compétences. Parce que la création de la valeur ajoutée pour un client dans un point de vente, c'est nous et que cette relation doit être créatrice de valeur quand un client vient en magasin. Normalement, Stéphane, vu qu'on a démarré 5 minutes plus tard, respecté parfaitement mon timing. C'est parfait. C'est parfait. C'est pas un exercice facile parce qu'on a énormément de choses à transmettre à nos collaborateurs avec un temps qui est quand même limité parce que de toute façon, un webinaire qui dure 2 heures, c'est plus un webinaire. Donc, merci pour cette performance parce que déjà, il fallait avoir l'élocution adaptée au nombre de choses que tu devais dire. Donc, bravo à toi. Après, ce qui est important, c'est pas le nombre de personnes connectées, c'est le ressenti des personnes présentes. Donc, on a Alain qui est directeur d'activité d'une structure et on a ma collègue Safia qui, elle, aide les directeurs d'activité à mettre en place un certain nombre de choses au niveau des magasins. Donc, parole peut-être, on va inverser la tendance à Alain. Qu'est-ce que tu as pensé de la genèse en fait? Pourquoi on a mis ça en place? Où est-ce que ça va emmener nos managers et nos vendeurs? En quelques mots, qu'est-ce que tu as retenu de fondamental pour toi en tant que directeur d'activité, Alain? Moi, on a 2 niveaux. Hein. Le problème, c'est que est-ce que ça s'adapte aussi sur des magasins, des petites unités? Ce type ou alors, et aussi on a 2 points importants, c'est qu'effectivement il y a des périodes basses, on peut coucouner le client, et des périodes hautes où on voit que effectivement les vendeurs comme les managers sont complètement débordés et n'arrivent plus à prioriser. C'est leur donner les clés justement pour savoir, et quand je pense au marché aux fleurs par exemple, au MAF, ça déborde, il y a plein de clients, mais il faut aussi mettre de la marchandise, enfin, et donc du coup il y a du business qui part, quoi.
Arnaud, une réponse à ça? Oui, si je peux répondre, bien sûr, et c'est tout à fait, Ouais. c'est très vrai. Donc j'aime Est-ce bien qu'ils ont l'idée des de clés dire quoi, pour ça, quoi? J'aime bien l'idée, oui, ils ont des clés. J'aime bien l'idée de dire on peut cocooner nos clients en période basse et en période de forte activité, c'est très compliqué. Vous verrez que dans les Ouais. comportements en fort flux client, particulièrement chez Gamme Vert, je pense moi à ce que j'ai vécu sur les rayons de plantes potagères où on n'a même pas le temps de les implanter, d'accord, que les chariots arrivent, ils sont dépouillés par les Oui, que ça clients. part. Euh, Ouais. donc là, notre objectif, il est très clair. Dans fort flux client, ça n'exclut pas le bonjour, le sourire, d'accord? Ça, c'est une chose qui est fondamentale dans le commerce. Par contre, Ça, c'est vrai. m'assurer que tout le monde trouve ce qu'il vient chercher, si ça passe par Ça, c'est le un très plus. fort Ouais. effort sur le réassort, on le fait. Et il n'y a pas de honte à le faire. Il n'y a pas de honte à le faire. Et d'ailleurs, normalement, je suis censé m'interrompre quand un client me questionne, mais si j'ai quelqu'un qui vient me demander en disant quelle est la différence entre du basilic et du basilic thaï, ça n'en plaît pas que je peux lui répondre avec un grand sourire en étant très sympathique, tout en continuant à déplacer Oui. un bac. Ça ne me pose absolument aucun souci. Ensuite, il y a les grosses structures qui, effectivement, ont plus de moyens et vont pouvoir avoir plus de rituels managériaux et les plus petites Ouais. structures qui en ont moins. Ça aussi, il faut en prendre tout à fait conscience. Mais je serais tenté de vous dire que c'est pareil même dans les réseaux intégrés. Vous allez dans un très gros jardiland comme Bonneuil, ils ont un effectif suffisant, ils font des lancements de journée tous les jours, doublés d'un deuxième lancement par département chaque jour. Ils peuvent. Et puis vous avez des points de vente, ils font une seule réunion hebdomadaire. Mais il faut la faire, cette réunion. Et maintenant, même dans une petite structure, retrouver les réflexes de se dire à un moment, OK, une fois par semaine, on regarde les indicateurs de la semaine. On se dit pourquoi on a réussi et qu'est-ce qu'on a foiré ou qu'est-ce qui est perfectible. Et on se donne un plan d'action pour la semaine à venir en prenant un quart d'heure pour en parler dans notre réunion hebdo. Et ben, c'est super. Mhm. Et la logique de cette arborescence qui présente les KPIs fait que si on l'utilise, à un moment, il suffit de la mettre à jour et je dirais qu'elle est presque auto-formatrice. C'est quand les gens en ont pris l'habitude, ils vont regarder elle est affichée, ils regardent, ils comprennent tout de suite ce qui a été, ce qui n'a pas été. C'est beaucoup mieux que les panneaux ou les tableaux qu'on avait avant où tous les chiffres sont donnés à plat parce qu'ils n'ont pas de logique entre eux et c'est assez rébarbatif à regarder. Donc, bien sûr qu'il faudra l'adapter. Mais si déjà, dans toutes les petites structures, on en parle au minimum une fois par semaine et un peu plus peut-être d'une manière structurée sur une réunion mensuelle, c'est génial. Et après, on sait très bien que, je l'ai vu, hein, moi j'ai des gammes verts où j'ai vu, il y a 3 personnes et le manager, il est partout. Il n'a pas assez de temps dans le bureau. Donc, autant lui donner des Voilà. outils qui sont relativement simples, d'accord, qu'il en perçoive le bénéfice. Et après, eh bien, c'est lorsqu'il travaille à côté d'un collaborateur, d'une manière informelle, que ces échanges vont se faire. L'objectif, c'est d'utiliser tous ces outils-là et de les adapter à son contexte. Et on les a voulu le plus souple possible. Et moi, j'ai toujours dit à l'impossible, nul n'est tenu. Et il y a une différence entre un Jardiland avec 55 personnes et un Gamme Vert où ils sont 3 ou 4. Je suis bien conscient. Ça n'empêche pas que se poser ces questions, comment se fabrique mon chiffre, et mettre mon énergie là où ça me permettra d'obtenir de meilleurs résultats, eh ben, ça a quand même du sens. Simplement, le niveau d'attente en termes de rituels, etc., sera différent. Et j'en suis parfaitement conscient et vous avez tout à fait raison. Merci Arnaud pour ces précisions extrêmement Merci. importantes. Cette formation s'adapte non pas à une taille de magasin, mais la formation a possibilité effectivement de convenir à des structures de 2-3 collaborateurs avec dans les 3 collaborateurs, il y a le manager. Et ça n'empêche pas qu'il faut se parler tous les jours et comme tu dis, il faut avoir des objectifs. Un objectif ne s'atteint que s'il est inscrit. Donc voilà, donc ça c'est un rituel managérial, mais aussi c'est du bon sens près de chez vous, pour reprendre une expression populaire. Et pour les grosses structures, bien évidemment, comme le nombre de collaborateurs est plus important et qu'il y a du middle management. Donc en tout cas, cette formation, Alain, pour répondre à ta question, est parfaitement adaptée à des petites, moyennes ou grosses structures. Est-ce que tu as d'autres questions, Alain, pour toi, ou est-ce que c'est clair? Non, c'est bon. Non, c'est clair. Ouais. Safia, en tant qu'animatrice de vente du réseau Gamme Vert, tu as effectivement dans ton réseau des petites structures et des très grosses structures. Comment tu penses appréhender demain la présentation, même si c'est sommaire, c'est plus mon rôle, je dirais, lorsque je suis en rendez-vous avec les décideurs, mais comment tu pourrais présenter cette formation en quelques mots pour donner envie aux magasins avec lesquels tu travailles de faire cette formation? Après, bon, bah, moi, à l'inverse, et à défaut, aujourd'hui, c'est vrai que je suis très, très proche des équipes, où là, pour le coup, on a souvent des managers ou des responsables de magasins, et on a parlé essentiellement de manager ces équipes. Aujourd'hui, je rencontre énormément de magasins sur lesquels les managers ne forment pas les équipes, ou plutôt n'accompagnent pas les équipes, et ça, c'est un vrai souci, et qui redescend pas les informations, et tout part de là, en fait, hein.
Donc, du coup, c'est vrai que moi, pour le coup, j'en prends parti et j'ai trouvé, du coup, votre intervention super intéressante et très enrichissante parce que c'est le reflet et c'est aujourd'hui ce que je dois apporter au magasin et notamment aux équipes et aux managers. Parce que la réunion hebdo, faut savoir quand même qu'il y a sur des magasins, il n'y a pas de réunion hebdo, il n'y a pas de réunion mensuelle, hein, quand même, hein. C'est vrai. Donc, du Oui. coup, moi, en tant qu'animatrice, quand j'arrive déjà sur les magasins, je connais maintenant l'histoire des magasins, mais du coup, ils se relâchent en me disant, en communiquant. Et moi, aujourd'hui, c'est comment transmettre aux managers, aux responsables de magasins, de dire, enfin, tout part de là. Et la pyramide parle d'elle-même, hein, c'est de présenter, et j'espère pouvoir le faire, de présenter et de dire qu'aujourd'hui, il faut communiquer à l'ensemble des équipes, faut faire un brief mensuel ou hebdomadaire. Enfin, voilà, c'est les encourager et pour préparer les saisons, et même en période creuse, là où ils ont fortement besoin. Mais Bien sûr. je rencontre complètement l'inverse de ce qui peut se faire sur le terrain, quoi. C'est ça qui n'est pas facile. Bon, c'est bien, donc on a du travail. Ouais, exactement. Ah oui, Oui. ça rassure. Arnaud. Alain, On a du Alain, travail. tu voulais t'exprimer? Oui, je dis ça rassure pour vous. Oui, 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 oui. Non, mais si tout était nickel ou si on claquait des doigts, ça se ferait automatiquement. Moi, j'y crois pas personnellement. Mais, mais le fait d'entendre la problématique qu'on peut rencontrer, le fait d'avoir des formations qui répondent à des problématiques, mais de manière très opérationnelle, le fait que l'ensemble des acteurs soient contributeurs de la réussite de ce projet, parce que nous, on est convaincus, Arnaud et moi, de la véracité de nos propos. On l'a testé effectivement à maintes reprises sur des magasins intégrés, mais j'ai envie de dire que le côté intégré ou franchisé, alors bien évidemment, les moyens ne sont pas les mêmes, les effectifs ne sont pas les mêmes, sauf que dans ta tête, si tu as envie d'y aller et si tu es convaincu du fait que cette formation peut te faire avancer et changer ou avoir un comportement différenciant de ce que tu as pu avoir il y a quelques années grâce à des outils, et surtout qu'on intéresse nos vendeurs à qu'est-ce qu'on doit faire comme objectif aujourd'hui. C'est ça. Faire référence Exactement. effectivement à N-1, N-2, c'est une première étape, mais après, c'est de se dire, moi j'ai bien aimé l'exemple d'Arnaud, c'est de dire, voilà, on a fait 10 000, on doit en faire 8, on en a fait 10, c'est super, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un flux clientèle anormal qui est dans le magasin et donc automatiquement on a fait plus de chiffre d'affaires? Et c'est d'être en capacité aussi, parce qu'on a actuellement des problèmes de chiffres, parce que les clients sont pas au rendez-vous, et c'est d'être quand même positif dans la manière de présenter l'objectif en disant, certes, nous n'avons pas atteint l'objectif qui était fixé hier, cependant, je vous félicite parce que justement, dans l'accompagnement des clients, vous avez été précis. J'ai vu qu'au niveau de la multiplication des produits dans le caddie, c'est quelque chose qu'on a vérifié sur les tableaux de bord du magasin et tout. Et il faut continuer comme ça. Et c'est en persévérant dans ce sens-là qu'on va y arriver. Et moi, j'adore, c'est le terme valoriser les réussites. Donc, c'est même quand on a un négatif sur une régression sur un -1, c'est de valoriser le travail de nos collaborateurs pour qu'ils se sentent 100% impliqués dans ce projet et qu'on aille de l'avant. Voilà. Et puis, c'est de mettre les. Je termine Vas-y, juste sur un truc, mais ça fait lorsqu'un manager n'anime pas du tout, fait pas de réunion, n'anime pas, ne développe pas les c'est compétences difficile, de ses équipes. Les formateurs en salle, alors après, je sais pas qui va animer sur toutes ces formations, mais en tout cas, mon parti pris, moi, c'est pas d'être un formateur courtois et agréable, oui, mais vouloir à tout prix se faire aimer en leur disant ce qu'ils ont envie d'entendre, non. Donc, on n'est pas là pour être sympathique, c'est-à-dire qu'à un moment, les mettre face à leur réalité et en leur disant, est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous avez envie de rester dans une entreprise dans laquelle vous n'êtes pas accompagné, dans laquelle vous allez évoluer parce que vous êtes celui qui est présent, mais vous n'avez pas été formé pour ça? Animer, d'accord, vient du latin animar, qui veut dire donner de la vie. C'est simple. Je veux dire, animer son équipe, c'est donner de la vie à son équipe et à ce que l'on fait. On n'est pas des machines. Donc, à un moment, on les met face aussi à leurs déficits, à leurs incohérences, tout en étant tout à fait conscient que tout n'est pas possible, mais que c'est quand même un minimum et que c'est en plus la beauté du job, quoi. Donc, les mettre face à leur compétence, entre guillemets, peut avoir un certain sens ou un certain paradoxe, en fait, en disant finalement, ce que tu as, c'est un grade, on t'a foutu manager, mais tu fais rien de plus, quoi. Alors, je suis un petit peu direct, un peu excessif, mais faut parfois un peu les secouer pour les faire basculer. Ouais, c'est un peu le métier, mais c'est vachement intéressant. Et on le voit, hein, je le sais, il y a plein de petits trucs à faire, il faut le faire intelligemment, mais il faut les remuer un petit peu. Bon, parfait. Écoute, merci à tous les trois. Arnaud, pour avec ta grand plaisir et la Merci qualité de ta présentation. Alain, je te dis à très bientôt, soit au salon ou au téléphone ou dans un rendez-vous one-one, avec grand plaisir.
Safia, Ok. j'étais ravi effectivement que tu sois parmi nous aujourd'hui. Tu Avec pourras, plaisir. entre guillemets, prêcher la bonne parole au niveau des autres animateurs Gamver en disant tiens, C'est ça. Stéphane va nous envoyer avec Arnaud un replay. Moi, j'étais convaincu du bien fondé de cette formation. Je vous invite à l'écouter, peut-être même en plusieurs fois, hein, parce qu'une vidéo, ça s'arrête. C'est comme la formation learning, on met sur pause, on repart. Ouais. Et puis les éléments, on vous enverra la présentation d'Arnaud, D'accord. donc en version PDF, que vous pourrez, si tu le souhaites Alain ou si tu le souhaites Safia, lors d'une intervention dans vos réunions, de dire tiens, je vous en passe que quelques-unes, Ouais. mais voilà ce qui a Oui, accroché. tout à fait, ouais. Ok. Très bien. Excellente marche. journée à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et à Très bonne journée à Bon vous. week-end. Bonne journée.